Bonjour Nicolas Saïdé, merci d'avoir accepté l'invitation de la matinale de Medi 1 TV. Vous êtes chef du secrétariat de la convention de Macolin qui lutte contre les paris sportifs illégaux au sein du Conseil de l'Europe. Les paris illégaux notamment, j'ai envie de dire. En tout cas, si vous êtes avec nous ce matin, c'est pour évoquer notamment la justice marocaine qui a ordonné le blackout numérique des sites de paris illégaux, essentiellement, bien sûr, les paris sportifs, après un long combat mené par la MDJS, qui est la Marocaine des Jeux et des Sports. C'est une première victoire. C'est une première victoire, mais dans une stratégie qui est plus globale. Donc, je salue effectivement l'engagement du Maroc pour lutter contre les paris illégaux et le jeu illégal. Et c'est vrai que c'est une victoire pour le Maroc sur un phénomène qui ne touche pas seulement le Maroc, mais qui touche le monde entier. Donc, j'ai envie de dire bravo le Maroc. C'est un exemple à suivre dans cette lutte mondiale. Un exemple à suivre dans cette lutte mondiale parce que, vous l'avez dit, elle est globale, cette lutte, puisque les sites de paris sportifs, évidemment, ne ciblent pas un pays en particulier, mais tous les pays en général, et particulièrement, il faut le dire, les pays où il y a le plus de passionnés de football. C'est une lutte permanente, mais comment est-ce que vous participez à convaincre les États de lutter contre ces sites qui sont le plus souvent destinés à récolter de l'argent pour des mafias, voire même financer le terrorisme? Oui, alors effectivement, donc si je reviens sur le rôle du Conseil de l'Europe et mon rôle en particulier, c'est qu'on a une convention internationale et donc on pousse les États à signer, à ratifier ces conventions. Le Maroc fait partie des États signataires puisqu'on a des conventions qui sont ouvertes à tous les pays du monde. Celle-ci en fait partie, donc elle vise à lutter contre les paris illégaux, mais aussi contre les manipulations des compétitions sportives, les trucages de matchs. Et aujourd'hui, aucun sport n'est épargné, aucun continent, aucun pays. Donc effectivement, il faut absolument que les pays coopèrent parce que c'est un phénomène mondial, il n'y a pas de frontières. On est face effectivement à un changement d'échelle avec ces sites qui apparaissent, qui se multiplient. Alors évidemment, on parlait par exemple de fermer un site et on sait très bien que quelques heures plus tard, ils peuvent en créer d'autres. Donc il y a vraiment ce phénomène et cette nécessité de ne pas lâcher, de penser le temps long. Et effectivement, chaque acteur a un rôle à jouer dans cette lutte mondiale, comme je le disais, que ce soit les acteurs du sport, que ce soit aussi les médias, dans la visibilité qu'on donne. En fait, il faut vraiment se rendre compte que c'est pas un produit comme un autre, évidemment, et on parle pas forcément de divertissement, on parle aussi de liens parfois entre des opérateurs et, comme vous le disiez, du crime organisé. C'est de l'argent qui échappe aux États en réalité, puisque même au Maroc, chaque année, il y a potentiellement, les chiffres montrent qu'il y a potentiellement 1,3 milliard de dirhams qui échappent à l'État marocain. Ça veut dire autant d'argent qui échappe évidemment au monde du sport, mais aussi en termes de taxes à l'intérêt général. Donc effectivement, il y a ce phénomène qui s'est développé en 10-15 ans partout dans le monde, puisque moi j'ai la chance de voir et de promouvoir cette convention partout dans le monde, et chaque pays se pose les mêmes questions. Comment on fait? Donc en réalité, effectivement, c'est pas un problème qu'on peut résoudre à l'échelle d'un État. Donc même si le Maroc est super actif, et c'est évidemment une bonne chose, et la Marocaine des Jeux est un acteur vraiment fondamental dans cette lutte. On a d'ailleurs démarré toute une lutte chez vous au Maroc, à Rabat, en novembre de 2023, où on a fait une première conférence avec un appel, l'appel de Rabat au monde entier pour lutter contre ce fléau. Mais donc voilà, le fléau continue, les criminels et certains sites qui contournent les règles vont très vite. On a parfois moins de moyens. Il y a un juge belge qui comparait évidemment les autorités publiques à parfois une deux chevaux, alors que les criminels avaient une Ferrari. C'est pas pour ça qu'il faut lâcher. Il faut continuer et il faut surtout coopérer à l'échelle internationale. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de promouvoir avec le Maroc bien sûr, mais aussi avec tous les pays du monde. Oui, vous avez dit convaincre les États et aussi les acteurs du sport. On voit régulièrement, lorsqu'on regarde des matchs de football, par exemple, on prend le football en particulier parce que c'est ce qui génère le plus de paris et ce qui génère le plus d'argent. Hein. Mais quand on regarde des matchs de football, on voit autour des stades des publicités pour des sites de paris illégaux. Quand on regarde les joueurs de foot, on voit sur leur maillot parfois des sponsors qui sont des sites de paris
illégaux. Comment est-ce qu'on peut interdire ça? Il faut convaincre la FIFA, l'UEFA, la CAF, etc. Alors évidemment, on travaille avec toutes les confédérations, les fédérations internationales. Aussi, on essaie de se mettre en contact avec les clubs pour les sensibiliser. Donc, on a par exemple sur cette question-là précisément, on va publier des lignes directrices qui visent un peu à catégoriser les opérateurs, de dire effectivement avec ce type d'opérateur, avant de signer un contrat de sponsoring, allez vérifier qui est le bénéficiaire ultime de la société? Est-ce qu'ils publient leur compte? Donc, on est face à des mesures très simples, en réalité, de due diligence et aussi des règles anti-blanchiment d'argent qui font que parfois, il y a un peu, d'un côté, je pense, on ne se rend pas compte que effectivement certains clubs signent aujourd'hui avec des opérateurs qui peuvent être liés avec du crime organisé. Encore une fois, c'est important de ne pas essentialiser, de ne pas mettre tout dans un même panier, de faire la distinction. Mais effectivement, certains clubs et les plus grands clubs du monde aujourd'hui parfois signent avec des acteurs illégaux, ou en tout cas qui proposent des services et des activités illégales en contournant la loi des pays, en proposant des sites dans des pays dans lesquels ils n'ont absolument pas de licence ou ont le droit d'opérer. Donc effectivement, il y a cette nécessité de sensibiliser. On travaille énormément avec le monde du sport pour les convaincre de faire attention, de diffuser aussi et de sensibiliser. Donc moi, j'ai eu la chance notamment de faire ce type d'intervention devant des dizaines de clubs professionnels. Certains étaient surpris. Donc il y a aussi, je pense, un manque de connaissances. Et donc il y a dans un travail de sensibilisation et d'éducation beaucoup de choses encore à faire aujourd'hui. Je pense que ça reste un phénomène assez nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs, beaucoup de fédérations qui ne se sont pas rendus compte avant de signer qu'elles signaient avec des opérateurs qui pouvaient poser énormément de questions en termes d'image. Donc voilà, aujourd'hui, le combat ne démarre pas parce que ça fait quand même quelques années, mais est loin d'être terminé. Oui. Est-ce que ce serait le rôle de votre organisation, ou peut-être ça existe déjà, d'élaborer une liste noire des sites de paris illégaux qui, justement, manqueraient, ou en tout cas de transparence sur le circuit de l'argent? C'est une bonne question, évidemment. C'est une question qu'on m'a déjà souvent soumise. Alors, mon avis personnel, c'est que notre organisation n'a pas forcément vocation à publier une liste. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui sont mieux placés que le Conseil de l'Europe pour établir des listes de ce type-là. Mais c'est certainement une direction. À l'échelle nationale, il y a beaucoup de pays qui le font. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont des listes blanches, soit avec les opérateurs agréés, ou des listes noires avec les opérateurs qui ne sont pas censés proposer des paris dans le pays. Donc ça se fait on va dire à l'échelle nationale. À l'échelle internationale, il n'y a aucune institution, aucune organisation qui le propose. Néanmoins, ça fait partie évidemment dans l'ensemble des mesures à prendre, d'une mesure très utile. Reste à savoir qui pourra et qui aura, on va dire, la légitimité pour le faire. Oui. La question qu'on se pose aussi à propos de ces sites illégaux, vous l'avez dit, certains clubs de football, certaines organisations sportives ignorent, mais d'autres le font peut-être aussi par obligation. Est-ce qu'il y a un risque de trucage des rencontres sportives à cause de ces sites, incités par ces sites qui vont vouloir obtenir tel ou tel résultat pour orienter les paris? Alors effectivement, nous, et c'est tout l'objet de cette convention dans laquelle je m'occupe, c'est-à-dire qu'on fait un lien très fort entre le risque de trucage des matchs et de fraude sportive et la prolifération des sites illégaux. Donc en fait, on augmente le risque puisque ces sites proposent des paris surtout. Quand je dis des paris surtout, ça peut aussi être sur des divisions inférieures. J'ai énormément d'exemples à vous donner. Je suis moi-même effectivement d'origine libanaise. On avait reçu une alerte sur un match de division 2 au Liban, proposé donc par des opérateurs. Il y a plein de paris aujourd'hui sur des faits de jeu aussi, sur des faits de jeu négatifs, sur des cartons jaunes, sur toute une série de choses. Donc la prolifération et le fait de proposer aujourd'hui des paris, surtout 24 heures sur 24,
tous les jours de la semaine sur tout type de compétition augmente le risque de fraude. Il faut savoir aussi qu'il y a des sportifs qui sont aujourd'hui particulièrement vulnérables, qui n'ont pas forcément énormément de revenus. Et donc aujourd'hui, c'est devenu trop facile, évidemment, de truquer des matchs, puisqu'on a une population qui est vulnérable parce qu'elle ne reçoit pas, on va dire, suffisamment tous les mois pour vivre, et des criminels qui ont bien compris que pour blanchir et pour gagner de l'argent, elles pouvaient truquer des matchs. Donc oui, il y a une corrélation entre ces deux phénomènes, et on voit aujourd'hui évidemment partout dans le monde que les cas et les affaires de matchs truqués augmentent partout. Là, c'était récemment aux États-Unis. Il y a également d'affaires qui sont sorties récemment. Donc oui, ces deux phénomènes sont corrélés, et oui, c'est exactement le cœur du sujet, le cœur de nos actions aujourd'hui. Oui. Alors, au-delà du circuit de l'argent et puis du risque de trucage des rencontres sportives, il y a aussi le problème lié à la jeunesse, parce que ce sont essentiellement des jeunes qui opèrent ces paris via ces différents sites. Au Maroc, ce sont les opérateurs qui ont reçu pour ordre de la justice de bloquer la possibilité d'avoir accès à ces sites de paris en ligne. Cela dit, les jeunes, comme ils sont nés avec des smartphones, ils sont nés avec des tablettes, ils peuvent facilement contourner. Est-ce que c'est suffisant, d'après vous, ce qu'a décidé la justice marocaine, ou alors est-ce que c'est un premier pas pour parvenir peut-être à davantage? Alors pour moi, c'est un premier pas, et pour répondre directement à votre question, rien ne sera suffisant. Je pense qu'il faut se rendre compte que la jeunesse est particulièrement, encore une fois, vulnérable, qu'il faut les protéger. Et j'ai un exemple très concret à vous donner. Hier soir, je discutais avec ma fille qui me disait que le midi, un de ses amis n'avait pas mangé pour pouvoir parier. C'est-à-dire qu'il n'avait pas voulu utiliser l'argent qu'il avait reçu pour manger le midi pour pouvoir parier sur des sites de paris sportifs. Donc, on est face à des enfants de 15, 16 ans qui déjà parient, déjà sont sensibilisés aux paris sportifs. Donc oui, évidemment, les opérateurs le savent, c'est une cible privilégiée. On fait croire à des enfants que s'ils s'y connaissent en football, vous le disiez, c'est le sport quand même majeur aujourd'hui, ils vont pouvoir gagner de l'argent facilement sur des sites. Bien évidemment, c'est pas si simple, bien évidemment, c'est pas vrai. Donc oui, il faut protéger les jeunes. Moi, j'ai tendance à dire que c'est, dans certains cas, un peu devenu la nouvelle cigarette pour certains jeunes, et il faut être ultra vigilant. Je pense pas qu'il y ait une mesure qui sera suffisante. Je pense que dans tous les pays aujourd'hui, la visibilité qu'on donne aux paris sportifs et aux jeux d'argent est super importante. Je pense qu'avant un match, on a énormément de publicité pendant le match sur les maillots, vous le disiez. Donc encore une fois, c'est une action globale. Les mesures sont importantes, mais il faut vraiment que ça s'inscrive dans une stratégie de protection contre aussi l'addiction, qui est un vrai fléau aujourd'hui. Donc protégeons les jeunes, protégeons les populations les plus vulnérables. Oui. Est-ce que vous avez constaté que pour ces sites de paris en ligne, tous les coûts étaient permis? Je prends un exemple. Bon, il y a certains sites où des parieurs donc, mettent de l'argent et puis obtiennent certains gains. Mais il y a d'autres sites qui refusent de livrer les gains que à condition qu'il y ait des nouveaux parieurs qui soient amenés par celui qui a gagné son précédent pari. Ça fonctionne aussi comme ça pour certains? Ah, mais écoutez, on est dans un secteur d'activité où effectivement il y a énormément de créativité et où on fait tout pour contourner les règles. Donc là, évidemment, vous citez un exemple précis. Il y en a d'autres. Il y en a qui effectivement, et c'est d'ailleurs une des manières pour sensibiliser notamment les parieurs de ne pas aller sur ces sites illégaux, c'est de dire que il y a un risque effectivement de ne pas recevoir les gains, et il y a pas mal de plaintes en cours un peu partout dans le monde sur ces sites qui, in fine, ne payent pas pour la raison que vous venez d'évoquer, mais aussi pour d'autres. Donc effectivement, il y a une créativité énorme pour faire de l'argent, et effectivement échapper aux règles, contourner les règles. Donc voilà, c'est le modus operandi de plusieurs opérateurs. Encore une fois, je pense que c'est aussi nécessaire ce matin d'être nuancé et de mettre en évidence que tous les opérateurs ne fonctionnent pas comme ça. On parle d'une catégorie et c'est vraiment cette catégorie-là qu'on cible.
Oui, c'est une catégorie qui est très très présente quand même dans l'environnement des parieurs sportifs. Donc c'est pour ça que voilà, on ne va pas généraliser, vous l'avez dit, parce qu'il y a des Exact. sites, il y a des sites de paris en ligne qui sont parfaitement légaux, qui sont reconnus par les États. C'est le cas d'ailleurs de la MDJS, hein, il faut le dire, et qui paye des taxes, des impôts ici au Maroc et qui reverse les gains lorsque ceux-ci sont remportés. Et il y a aussi des garde-fous vis-à-vis des plus jeunes. Alors revenons aux plus jeunes, si vous voulez, parce que il y a comment dire, un problème psychologique qui peut se poser avec cette possibilité de parier en ligne et à n'importe quel moment. Vous preniez l'exemple de l'ami de votre fille qui a utilisé l'argent pour son déjeuner afin de pouvoir parier. Là aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas, je sais pas, utiliser un certain nombre d'artifices pour empêcher les jeunes de pouvoir se rendre sur ces sites n'importe quand, parce que ça peut se dérouler à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Alors évidemment, là, vous posez, la question de l'accessibilité à ces sites, à la possibilité effectivement, de parier et donc on parle de jeux d'argent et les jeunes sont très, sont évidemment, aptes à les contourner aussi. C'est aujourd'hui assez simple, d'utiliser un VPN pour ne pas le citer. Donc ils ont effectivement cette facilité d'utiliser leur smartphone pour contourner toutes les règles qu'on peut faire. C'est pour ça que je pense qu'on a aussi un rôle en tant que parents. Je pense que c'est encore une fois, c'est pas une mesure, mais c'est les parents, c'est dans chaque acteur, on va dire, a la responsabilité de sensibiliser les jeunes qui sont particulièrement ciblés, notamment au niveau publicitaire, par les opérateurs. Oui, le combat, il est donc pas forcément uniquement judiciaire, il est quotidien et pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est un combat sociétal. Aujourd'hui, il faut prendre vraiment conscience qu'on est face à un problème de société. On n'est pas face juste à du divertissement. On a vraiment, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. On est face à un problème de sécurité. On est face à un problème aussi de santé publique. Et je pense que c'est vraiment uniquement en sensibilisant tous les acteurs, les parents, le monde du sport, les autorités publiques, la justice, qu'on va pouvoir lutter contre ce fléau qui se répand, comme je le disais, partout dans le monde et en particulier chez les jeunes. Et je suis particulièrement inquiet. Donc c'est pour ça aussi que je suis là ce matin, c'est que je pense qu'il y a un rôle de sensibilisation et aussi d'un peu lancer une forme d'alerte. C'est ce qu'on a essayé de faire chez vous à Rabat il y a quelques années et je pense que le combat ne fait que commencer, donc on doit continuer sur ce chemin. Alors, quand on vous écoute, Nicolas Saïdé, vous qui œuvrez au niveau mondial pour lutter justement contre ce fléau, est-ce que vous êtes entendu, compris véritablement par les différents États, par tous les États? Parce que protéger sa jeunesse, bah, on se doute que tous les États souhaitent protéger leur jeunesse, éviter que de l'argent sorte comme ça du pays pour aller faire financer, je ne sais pas moi, encore une fois, de la mafia ou le terrorisme, etc. Aucun État n'en a forcément envie. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre ou alors est-ce qu'ils ne font pas suffisamment? Et je pense que les choses ont évolué, c'est-à-dire que quand j'ai commencé il y a quelques années, effectivement, c'était très dur de convaincre. Je pense qu'il y avait peu d'États qui prenaient conscience ou en tout cas la mesure de ce dont on parlait, du phénomène en réalité. Mais aujourd'hui, les choses ont quand même changé, évolué. Encore une fois, je le répète, il y a eu des affaires, il y a eu des cas, et donc effectivement, parfois, malheureusement, dans certaines actions publiques, le fait d'avoir des affaires qui éclatent, ça aussi donne une opportunité pour qu'il y ait des réponses. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de cas, de phénomènes partout dans le monde pour que les autorités réagissent. Et oui, je ressens une différence par rapport à il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, peut-être pas encore suffisante, mais en tout cas, il y a une prise de conscience dans beaucoup de pays sur ce phénomène. Et effectivement, il y a quand on commence à parler des jeunes, de sa jeunesse,
de l'addiction. On n'a pas parlé aussi de l'addiction des sportifs, où on vient de faire une étude qui met en évidence la probabilité pour un sportif de devenir accro et addict aux paris sportifs est beaucoup plus élevée que la population normale. Donc encore une fois, il faut protéger les sportifs qui sont particulièrement exposés à ce phénomène et qui ont un risque de devenir joueurs problématiques et donc d'être approchés par des criminels pour truquer des matchs. Donc tout ça est systémique. On n'est pas face à un problème, un sous-problème. Il faut vraiment voir l'ensemble, l'écosystème, avec tous les acteurs, avec tous les liens qu'il y a entre ces acteurs. Mais encore une fois, je pense que les choses ont changé. Je pense que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, les États, en tout cas, beaucoup d'États aujourd'hui ont pris conscience, ont pris la mesure, et je pense que c'est le bon moment pour faire un pas en avant dans la lutte. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas Saïdé, vous êtes père de famille. Vous-même, vous êtes parfois confronté indirectement à ce type de comportement de la part des jeunes. Quel message vous feriez passer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes personnes qui nous écoutent et aussi aux autres parents? Je suis particulièrement touché, et c'est vrai que c'est en tant aussi que parent que j'interviens ce matin. J'ai aussi un fils qui joue au foot, et c'est vrai que pour vous donner un exemple très concret, quand je les ai emmenés il y a quelques temps à un match, j'étais surpris qu'à 16 ans, il parlait effectivement de paris sportifs. Il connaissait les cotes, il pouvait en parler comme des parieurs. Et j'avoue que je me suis dit, c'est un phénomène inquiétant. Donc, entre guillemets, c'est toujours avoir le rôle du parent qui met en garde. Vous le connaissez peut-être, et ceux qui nous écoutent le savent. C'est toujours quelque chose de pas simple. Mais je pense il faut vraiment expliquer que c'est pas que du divertissement. C'est-à-dire que effectivement, on a l'impression qu'en mettant 2 euros sur un match, et je le vois et je le sais, et j'ai déjà moi-même parié. Effectivement, on a cette réaction hormonale, c'est de la dopamine. On a suivre un match en ayant parié, n'importe quel match. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Ça change, et c'est pas forcément le montant. Donc on ne se rend pas compte que c'est un engrenage, exactement comme d'autres phénomènes, les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un enjeu, et je pense que c'est l'enjeu, un des enjeux de nous parents aujourd'hui, face à tous ces nouveaux phénomènes qui apparaissent à travers les petits écrans, dont nous-mêmes on est les victimes. Hein. On peut pas se dissocier du problème, ce serait trop simple. Mais encore une fois, oui, il faut sensibiliser. C'est pas un produit comme un autre. Non, ce n'est pas que du divertissement. Il y a des risques, c'est lié, il y a des risques d'addiction, de santé publique, il y a des risques de sécurité publique. On ne se rend pas compte que parfois, en pariant sur un site illégal, on vient nourrir effectivement du crime organisé. Donc oui, ça paraît complètement innocent de mettre quelques euros sur un match de foot, mais il faut vraiment sensibiliser. Donc voilà, donc j'ai pas de baguette magique, malheureusement. Mais je pense qu'on a encore une fois tous notre rôle à jouer. Et le premier rôle, le premier rempart, c'est peut-être effectivement nous les parents. Et déjà d'en parler, ça permet comme ça de le mettre en lumière. Merci beaucoup Nicolas Saïdé d'avoir été l'invité de cette édition matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes chef du secrétariat de la Convention de Macolin qui lutte contre les paris sportifs illégaux au sein du Conseil de l'Europe. Merci encore, excellente journée à vous. Et je rappelle aussi que la justice marocaine a ordonné le blackout numérique des sites de paris illégaux, essentiellement les paris sportifs. Et après un long combat qui a été mené par la Marocaine des Jeux et des Sports. Excellente journée à vous.